Quand Bah, tu veux, je pense, hein. bonjour à toutes et tous. On va attendre juste une petite minute avant que les derniers, je pense, se connectent et on va pouvoir entamer ce webinaire qui porte sur le VRS. Allez, quelques secondes. Et je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc pour ce webinaire qui traite de la prévention des bronchiolites à virus VRS par les sages-femmes en France. Comment intégrer les recommandations à sa pratique clinique. Cet événement est donc proposé par le Collège national des sages-femmes et Resvinet, dont on va vous faire une présentation. Pour intervenir, nous avons donc l'honneur d'avoir Mathilde Bergamelli, qui est sage-femme chercheur postdoctorante, plutôt spécialisée sur tout ce qui est lié aux infections et aux virus. Et moi-même, qui suis sage-femme libérale et présidente du CNSF. Je viens à la slide. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur nous par la suite. J'en profite pour faire cette présentation au niveau du Collège national des sages-femmes. Donc, c'est la Société savante des sages-femmes qui va fêter d'ailleurs ses 25 ans l'année prochaine. C'est bien une structure indépendante qui regroupe plusieurs modes d'exercice, enfin tous les modes d'exercice des sages-femmes. Et c'est également une structure fédérative qui rassemble plusieurs associations, certainement des logos que vous connaissez, l'Association nationale des étudiants sages-femmes, l'Association nationale des sages-femmes coordinatrices, l'Association nationale des sages-femmes libérales, la Conférence nationale des enseignants en maïeutique et le syndicat l'ONSSF. Et slide d'après, qu'est-ce qu'on fait au niveau du CNSF? On a pour but notamment de produire des recommandations de bonnes pratiques et des préconisations en lien avec les données probantes de la science, bien évidemment. On organise 2 congrès, dont le prochain se déroulera au Beffroi de Montrouge le 13 et 14 mars prochain, et un en région qui se déroulera à Grenoble en septembre 2025. On organise et on développe le réseau de chercheurs sages-femmes. On organise les webinaires thématiques comme aujourd'hui. On réalise aussi des outils à la pratique clinique pour vous faciliter la pratique clinique, et on vous fera un exemple là à la fin de ce webinaire. Et bien évidemment, on a un rôle aussi de valoriser des projets de recherche et de clinique par des sages-femmes. Si vous n'êtes pas adhérent ou si vous avez oublié de renouveler votre adhésion, n'hésitez pas, vous avez le QR code pour adhérer directement et soutenir les actions du CNSF. Ce webinaire, comme a été dit, est en collaboration avec la Fondation Resvinet. Donc la Fondation Resvinet, l'objectif, enfin leur mission, c'est vraiment de mettre en lien les expertises, à la fois scientifiques, notamment cliniques, au niveau mondial, pour vraiment réduire tout ce qui est lié aux infections VRS. Donc c'est une organisation mondiale à but non lucratif. Pour le coup, c'est directement Resvinet qui nous a contactés au niveau CNSF pour justement présenter ce webinaire et donc de présenter ce webinaire pour les sages-femmes sur la prévention des bronchiolites à VRS, et d'avoir justement un ancrage francophone. Et puis, vous le voyez, ils ont plusieurs activités. Celle qui notamment peut vous intéresser, c'est tout ce qui va concerner la plateforme d'éducation en ligne et la recherche et les publications. Donc, vous pouvez aller directement sur leur site. Moi, je vous invite à aller sur leur site et à venir des outils pédagogiques, en tout cas en français, sur la prévention justement des bronchiolites à VRS
qui vont être faits par RISVinet et validés par le CNSF. Et puis, pendant tout le long du webinaire, n'hésitez pas à intervenir et poser vos questions dans le chat. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle Q et R, où vous pouvez tout simplement poser vos questions. Et je vais laisser la place à Mathilde pour présenter la suite de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éléonore. Bonjour à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, mes liens d'intérêt. J'ai été rémunérée par Sanofi et par Pfizer en ce qui concerne des symposiums ou des boards dans la prévention des infections, et ma DPI est accessible en ligne sur transparence.gouv. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et ensuite, je vais rentrer directement vraiment dans le vif du sujet, qui est le VRS. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis 2 ans, j'ai l'impression que j'entends parler du VRS vraiment tout le temps. Donc, il y a des nouvelles recommandations, on en parle dans les congrès, il y a des webinaires. Et en fait, des fois, je trouve que c'est pas spécialement très clair pourquoi est-ce que d'un seul coup, maintenant, on commence à beaucoup en parler. Donc, en résumé, ce qui s'est vraiment passé, en tout cas au niveau français, et européen, c'est que sur l'hiver 2022-2023, il y a une grosse épidémie saisonnière. Donc le VRS est saisonnier, on le sait, mais cette épidémie-là, elle a été très intense avec beaucoup d'hospitalisations qui ont vraiment saturé le système de santé. On y reviendra. Et ça a conduit, ça avait commencé avant, mais ça a conduit vraiment à une implication plus importante des pouvoirs publics, des professionnels de santé, des parents, des associations et également des laboratoires pharmaceutiques pour vraiment améliorer la prévention contre le VRS. Et ensuite, la raison pour laquelle on fait aussi ce webinaire aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui dans notre arsenal de prévention des nouveaux moyens de prévention médicamenteux qui sont l'immunisation des nouveau-nés via la mise en place d'une injection d'anticorps monoclonaux anti-VRS. Donc ça a été une nouveauté qui a été mise en place à l'automne 2023 pour l'hiver 2023-2024. Et plus récemment, la commercialisation d'un mode de prévention via l'immunisation maternelle, donc un vaccin maternel anti-VRS, dont la saison va débuter, a débuté il y a 3 semaines. Donc vraiment, l'objectif de ce webinaire, c'est plutôt axé sur la prévention de l'infection contre le VRS, avec vraiment le rôle central des sages-femmes. On a vu un peu en regardant les professions de vous, en fait, qui êtes là aujourd'hui pour assister à ce webinaire, que la majorité sont des sages-femmes. Il y a d'autres professionnels de la périnatalité et du coup, vous aurez aussi toutes les informations nécessaires. Et juste pour donner un peu de cadre, aujourd'hui, moi, je vais vraiment parler du contexte français parce qu'il y a beaucoup de variabilité au niveau des pays. Donc voilà, on cadre un peu en parlant du contexte français et plutôt orienté sur la pratique des sages-femmes et de la prévention. Donc ça, c'est ce dont je vous ai parlé juste avant. Je trouve que c'est assez explicite. Ce sont des graphiques qui vous montrent l'étendue vraiment de l'épidémie qu'il y a eu en 2022-2023. Donc c'est la courbe bleue qui est tout au-dessus de l'écran. Et il y a eu énormément de bronchiolites. Donc les bronchiolites qui sont les maladies qui sont causées par le virus respiratoire syncytial, le VRS, avec notamment plus de 25 000 hospitalisations. Et on s'en souvient tous, il y a eu beaucoup aussi de travail et beaucoup d'informations dans les médias généralistes, des enfants qui sont hospitalisés à 400 km de chez eux parce qu'il n'y a plus de place en réa néonat. Voilà, ça a vraiment explosé avec vraiment une mise en situation qui était que les services pédiatriques et les services hospitaliers de manière générale n'étaient pas du tout prêts à résister à des épidémies de cette ampleur-là. L'objectif aujourd'hui, c'est pas du tout de faire un cours magistral sur les virus ou sur l'épidémiologie. Donc, j'espère que chacun pourra trouver son compte un peu dans ces informations. Pour ce que je trouve important par rapport au VRS, on le sait, c'est un virus respiratoire, c'est dans le nom. J'aimerais juste insister sur quelques points. La première chose, c'est que la plupart des transmissions se font de manière aérienne, donc ça veut dire qu'on peut aussi être protégé par le port du masque et aussi par contact. C'est assez contagieux. Une personne infectée va en infecter entre 4 et 5. Et ensuite, je voulais juste mentionner le fait que c'est une immunité qui est non permanente. C'est-à-dire que si jamais j'attrape le VRS, potentiellement dans 2 ans, je peux réattraper le VRS. C'est-à-dire qu'il va y avoir une protection pendant une certaine durée. Mais voilà, c'est un virus où il ne va pas y avoir une immunité, entre guillemets, à vie. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir d'autres modes de prévention comme ce qu'on a actuellement.
Pour les adultes immunocompétents, ça peut être juste un virus du rhume, mais là où ça commence à être compliqué, c'est pour les patients qui sont à risque. C'est les personnes âgées, mais nous, on est d'accord, en tant que sage-femme, c'est pas trop dans son intérêt, en tout cas aujourd'hui. La population sur laquelle je veux vraiment insister aujourd'hui, c'est les nouveau-nés qui ont moins de 6 mois de vie. Donc, il peut très bien avoir des maladies AVRS plus compliquées chez les enfants plus âgés, mais c'est vraiment cette population-là qu'on va vraiment cibler aujourd'hui. Et je pense que c'est important de noter que les nouveau-nés qui ont été majoritairement hospitalisés pour VRS, donc 87% des hospitalisations, ce sont des nouveau-nés qui sont nés à terme et qui sont en bonne santé, c'est-à-dire sans complications particulières. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que le VRS peut toucher vraiment tous les nouveau-nés, quel que soit leur facteur de risque. Après, bien sûr, il y a des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'un petit qui naît à moins de 35 semaines, qui a des maladies pulmonaires, ou qui va avoir par exemple une trisomie 21, on sait que cet enfant-là va être à très fort risque d'avoir un VRS. Et depuis longtemps, les pédiatres font des injections d'anticorps monoclonaux, indifférents de celui dont je vais vous parler aujourd'hui, pour vraiment prévenir ces maladies graves chez ces enfants. Ça sort un peu de notre contexte, on va dire, de suivi de grossesse physiologique. Donc, l'objectif, c'est pas du tout d'en parler aujourd'hui. Et ensuite, il y a 2 facteurs de risque qui sont, on va dire, des facteurs de risque moyens, qui vont être en fait le fait d'être né pendant la période épidémique et ensuite le fait d'être en contact avec des enfants qui sont à la crèche. Et on sait très bien que les enfants à la crèche crachent, mouchent et changent absolument tous les liquides biologiques qu'ils peuvent. Chez le nouveau-né de moins de 6 mois, l'infection AVRS, elle peut être bénigne avec juste un petit rhume, mais elle peut aussi dégénérer avec une infection vraiment plus profonde, on va dire, au niveau de l'arbre respiratoire inférieur. Et ça peut être très dangereux avec un risque de décès, tout simplement. Le principal facteur, on va dire, qui va pouvoir vraiment nous orienter et savoir si jamais c'est juste quelque chose, un petit nez qui coule, ou si jamais c'est potentiellement un VRS qui est en train de plutôt partir vers une bronchiolite, ça va être les difficultés respiratoires. Donc tout ce qui va être tachypnée, dyspnée, si jamais il y a des signes de lutte au niveau des narines, au niveau du sternum, vraiment tout ce qu'on connaît comme les signes de lutte vraiment pulmonaires chez les petits. Avec bien sûr dans les cas les plus graves des signes d'hypoxie. Et ensuite, ce qui va être retrouvé quasiment en permanence, c'est vraiment une fatigue qui du coup peut entraîner un défaut d'alimentation et de déshydratation qui peut être un risque majeur vraiment très rapidement, notamment pour les tout petits. Alors moi, ça sort de mon domaine de compétence. Je suis pas pédiatre, je suis pas néonate, mais le traitement symptomatique, le traitement pardon des bronchiolites, il est majoritairement symptomatique. Donc que ça soit en ville ou que ça soit à l'hôpital, ça va être essayer de libérer le plus possible les bronches. Et ensuite, dans le cas où il y a besoin d'une hospitalisation, ça va être principalement une réhydratation et une mise en place d'un support respiratoire. Donc on n'a pas de moyen vraiment de traitement de cette infection-là. Et c'est là où vraiment on voit que le rôle de la prévention de l'infection est majeur parce que l'objectif, c'est vraiment d'arriver à éviter d'avoir une bronchiolite chez un tout petit. Alors les modes de prévention, la plupart d'entre vous êtes sage-femme ou bien professionnels de santé, donc vous savez qu'il y a beaucoup de modes de prévention qui sont non médicamenteux. La première, ça passe par informer les patients, qui en l'occurrence vont être un peu les responsables de la protection de ce tout petit, et informer les parents dès la grossesse, au 1er, au 2e trimestre, au 3e trimestre. Aujourd'hui, vraiment, les sages-femmes, elles ont tout ce panel aussi de compétences au niveau de la vaccination des nouveau-nés. Donc, ça peut être intéressant de parler du VRS aussi dans ce contexte-là. OK, on va s'occuper de vous en tant que vous, femme enceinte, mais on va aussi commencer à mettre un peu des petites graines pour essayer de faire réfléchir les parents à la prise en charge après la naissance de leur bébé, sachant qu'il y a des choses qu'on peut anticiper. Et ensuite, en tout ce qui est méthode vraiment de prévention non médicamenteuse, on les connaît, tout le monde les connaît, entre guillemets, à cause du Covid. Donc, la mise en place des gestes barrières, le masque, le contact avec des personnes enrhumées, c'est niette pour les tout petits. Lavage des mains, pas de cigarettes. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on peut répéter parce que ça va pas seulement être bénéfique contre le VRS, mais ça va être bénéfique vraiment contre tous les virus, contre la plupart des virus respiratoires. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la mise en place assez récemment d'immunisation préventive, donc de moyens de prévention médicamenteux. Tout à l'heure, je vous ai parlé du palivizumab,
Donc les anticorps monoclonaux sont imprononçables c'est toujours très compliqué, surtout en webinaire où on n'a pas trop d'interaction. Mais bref, celui-là, on va pas l'aborder parce que c'est vraiment pour les nouveau-nés qui sont très fragiles. Et ça rentre vraiment dans la prise en charge pédiatrique et pas du tout dans la prévention des nouveau-nés en bonne santé que les sages-femmes peuvent être amenées à avoir. Et du coup, on a d'une part l'anticorps monoclonal dont Nirsevimab, dont le nom commercial est Beyfortus, qui est commercialisé par Sanofi, et l'option de faire une vaccination en cours de grossesse avec une immunisation maternelle, un vaccin qui s'appelle Abrysvo sur nom commercial et qui est commercialisé par Pfizer. Les sages-femmes là-dedans, elles sont centrales, les autres professionnels de santé aussi, mais entre guillemets, nous, on a un avantage, c'est que la prévention, c'est vraiment un des cœurs de notre métier. Et on a aussi la capacité de travailler vraiment en réseau, que ça soit en libéral, en établissement de santé ou dans des systèmes, par exemple, de PMI. Et ça a été vraiment très important pour la campagne précédente, donc qui a eu lieu sur l'hiver 2022-2023, où on a vu que les sages-femmes ont été très, très mobilisées dans cette première campagne d'immunisation contre le VRS. Donc là, ces données-là, c'est Sanofi qui a demandé un audit externe afin d'analyser la motivation des professionnels de santé dans l'immunisation. Et cet audit a montré que les sages-femmes ont été très impliquées et que 77% des sages-femmes, en tout cas dans ce panel, avaient donné une information en VRS en prénatal. Et ça, c'est essentiel parce que du coup, ça permet aux parents de réfléchir, d'avoir du temps, d'avoir cette notion. Et ensuite, ça permet d'améliorer énormément l'adhésion des parents à cette immunisation. Et ensuite, la Fondation Résunet, du coup, qui vous propose ce webinaire aujourd'hui, a aussi réalisé une enquête qui était que les sages-femmes françaises étaient demandeuses de plus d'informations, notamment sur la sécurité. Et du coup, aujourd'hui, avec Eleonore, on essaie de proposer quelque chose d'un peu plus pratique aussi et de concrètement comment faire. En France, les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à administrer, que ce soit le vaccin en cours de grossesse ou que ce soit les anticorps monoclonaux. Donc ces informations-là, moi je suis pas juriste, mais je sais qu'elles sont publiées au JO et en fait ça a été mis aussi en place dans le calendrier vaccinal. Donc pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, ça a été un peu compliqué parce qu'on nous a dit il y a des doses, on peut faire de l'immunisation des nouveau-nés et en fait on pouvait pas forcément faire la prescription, on pouvait faire l'injection, bref c'était un peu compliqué. Comme on est français et qu'on refait la même chose, cette année, ça a été un peu pareil. Il y a eu un décalage de 10 jours entre la mise sur le marché du vaccin et l'autorisation des sages-femmes. Bref, aujourd'hui, c'est fixé. Les sages-femmes peuvent prescrire et administrer ces deux médicaments. Et je voulais juste faire un petit point sur le prix et le remboursement. Donc, le vaccin en cours de grossesse coûte à peu près 200 €. Il est remboursé à 100% du forfait maternité. Et les anticorps monoclonaux nouveau-nés coûtent à 400 €. Ils sont à 30% remboursés. La plupart des mutuelles prennent en charge le reste. Et par contre, si jamais l'injection se fait en hôpital, en établissement de santé, en maternité, dans ces cas-là, il y a une mise à disposition gratuite. Donc, c'est un stock qui va être directement mis en place dans les hôpitaux, donc sans avance de frais du tout pour les parents. Donc une notion aussi importante à avoir, peut-être pour des publics un peu précaires, où ça va vraiment être une motivation pour faire cette injection en maternité et pas du tout attendre qu'ils soient en ville. Là, je voulais juste présenter vraiment brièvement 2 exemples de ce qui s'est passé l'année dernière pour la campagne avec les anticorps. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en Galice, en Espagne. Je vous donne ces chiffres-là, c'est parce que en fait, ils sont vachement bien faits et qu'ils ont eu vraiment un suivi de toute la population et de toute la cohorte qui est née. Vous allez le voir après, en France, on a des informations, mais qui sont un peu plus parcellaires. Là, sur ces données en Galice, si jamais vous regardez la courbe violette, c'est la saison 2022-2023. Du coup, il y a eu vraiment beaucoup d'hospitalisations. Et si jamais on regarde les petits blocs orange, c'est les hospitalisations qu'il y a eu en saison 2023-2024. Ils ont une couverture qui était énorme à plus de 90%. Et du coup, cette étude, elle est assez bien parce qu'ils ont vraiment pris en compte tous les bébés qui sont nés et pas seulement ceux qui ont été vaccinés. Et ils ont testé absolument tous les bébés à l'entrée à l'hôpital. En France, ça a marché aussi, on le sait. La communication, elle a été faite assez en amont, dès qu'on a su qu'il y avait cette possibilité pour ceux qui suivent les communications de la DGS Urgent par mail, ça a super bien marché. Il y avait vraiment beaucoup d'informations qui arrivaient par ce canal. Et la HAS a fait aussi des mises au point.
Ce qui a été un peu compliqué, je pense que vous vous souvenez, c'est qu'il y avait un stock d'État et il y avait une estimation du nombre de doses. Et en fait, la motivation des professionnels de santé et des parents a été beaucoup plus importante que ça. Donc, il y a eu beaucoup de parents et de professionnels qui n'ont pas eu accès aux doses alors qu'ils voulaient immuniser leur bébé. Donc, on a vraiment une limitation sur l'année dernière, en tout cas en France, là-dessus. Donc, on a eu des très bons résultats quand même. Même si jamais cette dose était manquante, on peut dire que c'était un succès dans le sens où l'immunisation a bien été mise en place. Il y a une distribution quand même assez importante de doses, 173 000 pour les 50 mg et 75 000 pour les 100 mg. Et l'efficacité en vie réelle, c'est-à-dire vraiment ce qui concrètement, dans la vraie vie, avec les vrais patients, on estime qu'il y a une diminution entre 76 et 83% en fonction des études, des diminutions des nouveau-nés qui sont admis en réanimation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ça qu'on va regarder, le nombre d'hospitalisations, le nombre de réanimations, parce que c'est ces bébés-là qui sont très fragiles. Et on a aussi une estimation de à peu près moins 5800 hospices pour cette population-là. Donc ça, ce sont des données qui ont été estimées et des modèles qui ont été faits par Santé publique France, donc vraiment des données qui sont solides et qui nous parlent du coup de ce qui s'est passé vraiment l'année dernière. J'ai pris juste une copie d'écran d'un journal grand public. Et dans les communications grand public, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Le dilemme de la bronchiolite, une piqûre pour la femme enceinte ou pour le nourrisson. C'est assez imagé, mais en fait, c'est ça. C'est concrètement comment on fait. Le discours, je pense, autour de la bronchiolite, autour de d'autres maladies infantiles comme la coqueluche, il est vraiment présent peut-être. Et en tout cas, au niveau des communications et des médias et aussi des associations de patients, il y a beaucoup de travail. Donc, je trouvais que c'était intéressant aussi de le mentionner ici. Les recommandations de la HS et de la DGS en France aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de supériorité d'une technique de prévention par rapport à l'autre. C'est-à-dire que le message, c'est que les deux options thérapeutiques sont valides et que, au final, c'est au choix des patients. Ils doivent décider ce qui est le plus adapté, toujours avec un consentement libre et éclairé. Concrètement, ça veut dire que les sages-femmes, normalement, doivent donner l'information sur les deux options, donner toutes les informations et répondre aux questions des parents pour les aider à choisir. C'est pas le cas partout. Il y a d'autres pays qui ont fait des choix différents. Par exemple, en Espagne, ils ont dit on va mettre en place que les anticorps monoclonaux. Et au Royaume-Uni, pardon, ils ont dit bah non, on va faire que la vaccination. Donc, on est un peu une spécificité française, pardon, où on a ces deux options. L'objectif, c'est pas forcément de rentrer hyper en détail dans le côté scientifique. À part si ça vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus et posez plein de questions dans le chat. Mais il y a certains avantages aux anticorps monoclonaux et d'autres aux vaccins qui peuvent être des avantages ou bien théoriques ou bien des avantages en vie réelle. Concrètement, l'acceptation par la population, on a vu l'année dernière que les anticorps monoclonaux, ça a bien marché et que les patients et les parents étaient volontaires et vraiment motivés pour faire cette injection-là. Pour l'instant, le vaccin, on n'a pas de données parce que ça commence cette année. Donc ça va vraiment être des données sur l'acceptabilité et l'efficacité en vie réelle. Après, on va avoir aussi des informations qui vont être plutôt de l'ordre des avantages, des inconvénients qui sont plutôt théoriques, notamment les anticorps où c'est un seul épitope, alors que le vaccin, c'est plusieurs épitopes. Donc, il peut y avoir aussi cette notion de résistance potentielle. Combien de temps la protection se met en place? Quelle est la préférence des patients? Donc voilà, on est vraiment à un moment là qui est charnière sur cette saison, où on a beaucoup de nouvelles informations. On a beaucoup comment dire, on a des nouveaux moyens thérapeutiques et pour l'instant, on n'a que 1 an de recul sur les anticorps monoclonaux, pas encore sur les vaccins en vie réelle. Donc, on parle vraiment de pharmacovigilance de phase 4. Bien sûr, les deux ont eu des études précliniques et cliniques très sérieuses et c'est pour ça qu'ils sont sur le marché aujourd'hui en France, les deux. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est juste ce qui a été noté textuellement dans le DGS urgent sur les modalités de mise en œuvre de la prévention contre le VRS. Et du coup, on retrouve bien cette notion que les deux stratégies sont possibles dans la prévention et que c'est aux parents, informés par les professionnels de santé, de prendre la décision. C'est pas noté textuellement comme ça dans les textes, mais il y a aussi cette volonté, en tout cas en France, la décision a été prise de dire on garde ces deux options ouvertes et
entre guillemets, si jamais on en a deux, bah, peut-être qu'il y en aura au moins un des deux qui marche. Avec l'idée que peut-être il y a des patients qui vont être plus rassurés en se disant ah ben c'est mes anticorps à moi en tant que femme enceinte qui sont transférés au bébé. Il y a peut-être d'autres patients qui vont se dire ah ben non, ben, les anticorps de l'année dernière ça a bien marché, ou bien j'ai une copine qui a fait ça et du coup ça va marcher. Bref, on n'a pas tellement de comparaison encore entre les deux modes d'acceptance de ces deux moyens de prévention. Pardon, du coup, là, je vais juste parler un peu brièvement à la fois du vaccin et à la fois des anticorps monoclonaux. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. C'est pas évident, les webinaires comme ça, c'est pas très interactif. Vu l'heure, je me doute qu'il y en a beaucoup de vous qui prennent de leur temps pour écouter ce webinaire en mangeant ou en étant en voiture pour aller faire un domicile. Donc voilà, je pense bien à vous dans ces moments-là. Alors, le vaccin. Le vaccin anti-VRS est un vaccin maternel. Donc, comme je vous l'ai dit, il est commercialisé par Pfizer et son nom commercial en France, c'est Abrysvo. C'est un vaccin polyclonal, ça veut dire qu'il va avoir comme cible plusieurs protéines, en gros à la surface, de protéines de surface du virus. Je voulais juste faire un petit point sur le fait qu'on a entendu pas mal d'informations sur le risque de prématurité dans ce vaccin. C'est pas ce vaccin-là, en fait, c'est un vaccin concurrent qui avait été développé par GSK et dont l'essai a été arrêté. Donc, c'est vraiment deux vaccins qui sont différents. Ici, on parle vraiment de Abrysvo. L'idée de ce vaccin, c'est de faire une injection unique en cours de grossesse entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. Et il faut à peu près 15 jours 15 jours, 3 semaines, pour que le transfert d'anticorps maternels se fasse du coup par voie transplacentaire au fœtus. Et le bébé, dès sa naissance, sera protégé avec ces anticorps-là. Donc, le bénéfice, il est montré jusqu'à peu près aux 6 mois de l'enfant, en tout cas dans les études cliniques qui ont été faites, avec vraiment l'intérêt majeur de ce mode de prévention qui est de protéger l'enfant dès sa naissance, vraiment dans ce qu'on sait être la période la plus à risque entre 0 et 3 mois. Comme pour les anticorps monoclonaux, ce vaccin, dans les études cliniques, limite les cas graves conduisant à des hospitalisations. Donc, ça fait qu'on parle de l'anticorps ou qu'on parle du vaccin, les petits vont toujours être positifs au VRS, mais ils ne vont pas faire de forme compliquée, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessiter d'hospitalisation ni de réanimation. Je parle en pourcentage, bien sûr. Il va toujours y avoir un faible pourcentage qui vont être immunisés et qui sont quand même à risque de développer des maladies. Donc, comme je vous le disais, ce vaccin a passé toutes les données de sécurité. Il a été validé par l'EMA, par la FDA, donc les agences européennes et américaines de sécurité des médicaments, et la NSM aussi. Et du coup, la HAS l'a inscrit en 2024 comme une des options de prévention. Concrètement, ce vaccin, c'est une dose de vaccin entre 32 semaines et 36 semaines d'aménorrhée, une immunisation maternelle. La mère va fabriquer ses propres anticorps contre ce vaccin et il va y avoir un passage transplacentaire de ces anticorps. La recommandation en France, c'est de faire ce vaccin entre septembre et la fin de la période épidémique. Donc, on n'a pas vraiment de date hyper fixe, mais en gros, le VRS, on a déjà vu tout à l'heure, c'est un virus qui est vraiment à épidémie saisonnière et du coup hivernale. Donc, on rentre là dans l'hiver, dans l'hémisphère nord. C'est possible de réaliser ce vaccin en simultané du vaccin grippe ou Covid. Personnellement, je trouve que faire à la fois VRS, grippe et Covid le même jour, la patiente, elle risque d'avoir quand même un peu mal au bras. Mais en tout cas, c'est possible d'un point de vue pharmacodynamie et interaction. Par contre, comme pour le vaccin grippe et Covid, il est recommandé d'avoir 15 jours de décalage avec le vaccin coqueluche. Donc ça à garder en tête parce que surtout en ce moment avec l'épidémie de coqueluche, c'est vraiment nécessaire de faire cette vaccination. La contre-indication principale à ce vaccin, c'est l'immunodépression maternelle. Donc, on comprend bien que si jamais la patiente n'est pas en capacité de produire elle-même ses anticorps, il n'y a pas d'intérêt à faire ce vaccin parce qu'elle ne pourra pas forcément avoir une bonne production d'anticorps à transférer à son fœtus. Et du coup, dans ce cadre-là, il faut préférer les anticorps monoclonaux. Il y a d'autres contre-indications aussi à la vaccination chez la femme enceinte très immunodéprimée, mais là encore une fois, ça sort un peu de notre cadre de compétences de sage-femme.
Ce vaccin à Brisbane, il est disponible à la fois en établissement de santé et en pharmacie. Quand je dis qu'il est disponible en établissement de santé, c'est pas le cas partout. Ça dépend en fait des conventions qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de réaliser l'injection au cours d'une consultation prénatale. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la prescription et l'administration sont possibles par les sages-femmes. Et également, par exemple, par les pharmaciens. Donc, si jamais vous savez que vous allez voir la patiente, je sais pas, à 30 ou 31 semaines et qu'elle veut faire ce vaccin, qu'elle n'a pas forcément prévu de revenir juste pour ça, c'est possible aussi de lui prescrire ce vaccin, de s'assurer qu'elle puisse aller le faire dans une pharmacie dans une pharmacie qui a une formation supplémentaire pour faire les vaccins. Donc, il y a vraiment plein d'options aussi pour travailler en réseau, ce qui peut être intéressant quand on a des situations comme ça qui sont un peu short, on va dire, niveau timing, où on a 4 semaines pour le faire. Maintenant, par rapport à l'anticorps monoclonal, donc ça, vous avez sûrement déjà entendu parler du nom Beyfortus. Personne n'utilise nirsevimab dans la vraie vie, on utilise Beyfortus, mais moi, je suis obligée de le mettre parce que c'est le vrai nom et du coup, c'est important aussi pour la traçabilité. Donc ça, c'est commercialisé par Sanofi. C'est un anticorps monoclonal qui est recombinant et qui a demi-vie allongée, c'est-à-dire qu'il y a quelques modifications au niveau protéique qui vont faire que l'anticorps va passer plus de temps au niveau de la circulation. Il est administré chez le nouveau-né par une administration intramusculaire. Et il permet aussi une protection rapide avec une protection qui est optimale à peu près dans les 4-5 jours, mais qui commence bien avant. Ça, vous en avez déjà entendu parler. Il y a vraiment la notion de dose, c'est-à-dire qu'en fonction du poids du nouveau-né, on va être sur une petite dose, 50 mg si jamais il fait moins de 5 kg, ou 100 mg s'il fait plus de 5 kg. Donc sur l'année précédente, sur la saison 2023-2024, j'ai toujours peur de me perdre dans les années, 2023-2024, la majorité des doses qui ont été utilisées, c'était des petites doses, donc de 50 mg, notamment parce qu'elles ont été massivement utilisées en maternité. Du coup, chez des bébés qui font, on espère, la plupart du temps, moins de 5 kilos. C'est la deuxième saison, donc il y a déjà beaucoup de documentation et de communication disponible, que ce soit à destination des professionnels de santé, à destination des parents. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ici, j'ai juste mis celui de l'ANSM et un petit screenshot aussi des fiches techniques de l'AHS. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de documentation qui peuvent être intéressantes aussi pour parler de cette option avec les parents. Alors là, je suis désolée, c'est un peu lourd, mais c'est parce on a une petite, on a un petit détail pour la population éligible à cette vaccination. En fait, la population éligible pour cette saison qui arrive, donc 2024-2025, c'est toutes les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2024. C'est-à-dire que là, la campagne de vaccination et d'immunisation a été ouverte à partir du 15 septembre officiellement. Mais en fait, on va essayer de protéger les bébés qui naissent à partir de maintenant parce qu'ils naissent pendant la saison à risque. Mais on va essayer aussi de protéger les nouveau-nés qui ont peut-être 2-3 mois et qui eux aussi sont à risque d'avoir une bronchiolite sévère. Donc, à partir du 1er janvier 2024, c'est la date limite pour la métropole et aussi pour la Guyane, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et ensuite, pour les autres comme impossible à dire à chaque fois pour moi, à partir du 1er février pour la Réunion Guadeloupe et 15 mars pour Mayotte. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes de Mayotte ici vu le décalage horaire, mais si vous êtes là, chapeau. La disponibilité de ces anticorps monoclonaux, elle est à la fois en établissement de santé. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est remboursé à 30% si c'est en ville, mais c'est pris en charge à 100% si c'est en maternité. Donc, à maternité, ça va être du coup pour les naissances à partir du 15 septembre. Et en ville, par contre, c'est possible de faire du coup les injections avec le 100 mg pour tous les petits qui sont nés tous les petits qui sont nés entre le 1er janvier et le 15 septembre. La prescription et l'administration pour les sages-femmes, ça, on l'a déjà vu, on en a déjà discuté, donc c'est pas un souci. Et c'est bien sûr possible de le faire en même temps que les vaccins néonataux, si jamais on a d'autres qui sont prévus et si jamais ça n'a pas été fait plus tôt. Donc là, je vous remets juste trois cas où ça a vraiment été décrit, plus
plus des précautions en fait que des contre-indications, des cas dans lesquels on va vraiment préférer, l'option anticorps monoclonal plutôt que, immunisation maternelle. C'est si jamais il y a une immunodépression pardon, maternelle, ça on l'a déjà vu, et aussi, si jamais c'est une naissance prématurée ou un accouchement dans les, 14 jours, c'est-à-dire si jamais on fait la vaccination à la mère, mais qu'elle accouche juste après, qu'il y a un prémat, cet enfant, si jamais il n'a pas été protégé par les anticorps de sa mère, c'est comme si jamais, entre guillemets, «il avait aucune protection». Donc on va reproposer à ce moment-là, la mise en place d'une prévention avec un anticorps monoclonal. Et ensuite, d'un point de vue pharmacovigilance, pour l'instant, comme cette campagne ouvre cette année, il n'y a pas de recul sur le fait d'avoir 2 injections de ce vaccin-là. Donc si jamais, par exemple, on a une patiente, qui accouche, enfin qui est vaccinée là, qui accouche, qui fait un retour de couche, une grossesse sur retour de couche et qui du coup a une grossesse, assez rapprochée, la seconde grossesse, on va pas lui proposer la vaccination pour ce deuxième bébé, on va proposer plutôt les anticorps. C'est un cas très particulier et ça se présentera pas, avant l'année prochaine dans tous les cas, c'est plus pour vous donner un petit heads up. En pratique, je voulais juste faire une diapo, certains d'entre vous ont sûrement déjà l'information, mais avec l'extension des compétences vaccinales des sages-femmes, on peut aussi réaliser toutes les vaccinations des nouveau-nés. Et c'est pas forcément évident pour les personnes qui ont pas été formées ou qui ont pas l'habitude de vacciner les tout petits. Du coup, je voulais juste, refaire un petit point là-dessus sur la vaccination et l'immunisation. Donc le process est le même, que ça soit une injection, pardon, d'anticorps monoclonaux ou que ça soit, une vaccination entre guillemets, classique. Donc, toujours pareil, si jamais il y a un syndrome infectieux et de la fièvre, on va pas vacciner, on va pas immuniser. Si jamais il y a un petit nez qui coule, c'est pas grave. C'est important de bien discuter avec les parents parce que, souvent ils sont plus stressés que nous et que le bébé. Ça, les pédiatres connaissent très bien, ils y font face, tout le temps, et aussi bien expliquer aux parents que la zone peut devenir, rouge, que c'est pas très grave, et bien de leur dire de surveiller, après l'ingestion. Au niveau de la gestion de la douleur, c'est un geste qui est pas considéré comme étant douloureux, mais bon, enfin, c'est quand même une injection. Donc, il y a des méthodes antalgiques, non médicamenteuses qu'on peut mettre en place assez facilement, que ça soit en établissement de santé ou que ça soit au cabinet. Tout simplement une mise au sein, ou ça peut être une option ou une solution sucrée. Il y a aussi la possibilité de mettre un patch anesthésiant. Donc ça aussi à voir en fait en fonction du bébé, en fonction aussi du nombre de soins, plus ou moins douloureux qu'il a déjà eu. Donc tout ça, c'est vraiment à estimer et à discuter, si nécessaire aussi avec les pédiatres. Pour la voie d'accès, donc pour les injections intramusculaires, c'est sur la face antéro-latérale de la cuisse, avant la mise en place de la marche. Sinon après on change. Et ensuite, je voulais faire, juste un petit point, sur la surveillance post-injection, parce que c'est une question qu'on a eue souvent, sur le risque anaphylactique. Le risque anaphylactique chez les nouveau-nés, que ça soit pour une vaccination ou une immunisation, il est très, très faible. Après, d'un point de vue réglementaire, on a quand même l'obligation d'avoir de l'adrénaline, même si jamais, c'est quasiment, enfin, ce serait très certainement jamais utilisé. Et du coup, je voulais juste, faire un petit point sur, les 2 options qui sont, les stylos auto-injecteurs d'adrénaline et l'adrénaline injectable. C'est bien d'en avoir au cabinet et c'est bien aussi, de choisir en fait, une des options. Donc ça va être, les stylos, hein, ils sont recommandés, qu'à partir de 7 kilos, donc ça correspond pas forcément à notre population de nouveau-nés. Mais en même temps, ils ont cette capacité aussi d'être utilisés très rapidement et surtout dans une situation de stress potentiel, alors que l'adrénaline injectable, il va falloir calculer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que quel que soit le mode que vous choisissez d'avoir, je parle là plutôt pour les pratiques en libéral ou en PMI qui sont pas forcément dans un établissement, hospitalier, c'est d'en choisir un et ensuite de bien noter, la procédure à suivre sur le dessus de la boîte. Comme ça nous rassure et puis on peut vraiment l'oublier. On n'aura très certainement jamais besoin de s'en servir. Quelque chose qui peut, apparaître après l'injection, quel que soit le type d'injection chez le petit, ça peut être un spasme du sanglot. Je peux pas tellement mimer le nouveau-né, mais en gros, il va vraiment y avoir une sorte de contraction et de vraiment de pas de gasp, mais vraiment un spasme. Ça peut être assez impressionnant. C'est pas une réaction qui est grave ou quoi que ce soit. Il va reprendre sa respiration très rapidement et c'est pas du tout un signe d'allergie ou quoi que ce soit. En résumé,
On a parlé aujourd'hui de virus respiratoire syncytial et de bronchiolite. Si jamais à ce moment-là, vous n'êtes pas convaincu que la prévention c'est important, ça veut dire qu'il faut que je recommence depuis le début. Donc il y a la prévention non médicamenteuse qui est essentielle et qui permet vraiment de prévenir de prévenir énormément de cas. Et ensuite, on a les options de prévention médicamenteuse qui sont récentes, on l'a vu, qui ont permis d'éviter énormément d'hospitalisations et de réduire aussi les temps d'hospitalisation, qui ont permis d'éviter de la réanimation à des nouveau-nés très fragiles. Donc là, je parle pour l'anticorps monoclonal qu'on injecte au nouveau-né, donc le Beyfortus. Donc la saison a commencé l'année dernière. Et avec la nouvelle saison hivernale, la 2024-2025, la mise en place possible d'un vaccin immunisation maternelle, donc Abrysvo. Moi, personnellement, ce que je trouve un peu compliqué là-dedans, c'est qu'on a deux options. On est obligé de le dire aux patients. Enfin, il faut qu'on le dise aux patients, c'est déontologique. Mais du coup, ça peut un peu complexifier le discours. Et aussi, ce qui est pas évident, c'est qu'il va y avoir cette notion de temporalité, de saisonnalité. Alors attends, ce petit, il est né à telle date. Déjà, est-ce qu'il est... Enfin, là, je parle pour la métropole. Si jamais, en plus, on commence à regarder, vous l'avez vu pour les anticorps, les différentes dates. Donc, c'est vraiment un ancrage territorial et aussi une saisonnalité, du coup, en fonction de l'infection et des dates. Donc, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué. Les sages-femmes, elles ont un rôle central dans la prévention, ça on l'a vu. Après, l'objectif, ça va vraiment être de pouvoir en discuter avec les patients, de leur donner l'information, au moins, au moins une fois pendant la grossesse pour qu'ils puissent savoir assez tôt si jamais ils veulent s'orienter plutôt sur une immunisation maternelle ou plutôt sur une immunisation postnatale du bébé. Et comme je suis pas la seule et qu'on est assez nombreux à trouver et nombreuses à trouver que c'est pas évident, le CNSF vient de faire une fiche pratique VRS. Donc, il y a aussi une fiche pratique de la HS. Il y a énormément de documents. Donc, je vous montre celui-là en résumé, mais vraiment, vous pouvez choisir celui que vous voulez. C'est pas important. Le plus important, c'est de savoir comment l'intégrer dans sa pratique clinique sans que ce soit quelque chose qui soit complexe, qui nous rajoute trop de travail et en même temps que l'information passe avec aussi la possibilité, du coup, pour les parents de revenir et de poser des questions. Donc la fiche pratique du CNSF contre le VRS, enfin pour prévenir les infections contre le VRS et les bronchiolites, vous pouvez y accéder en scannant le QR code. Donc toujours pareil, rappel des gestes barrières avec la patiente, ça ne sera pas spécifique contre le VRS. Et ensuite, vaccination de la femme enceinte et anticorps monoclonal. Donc, il y a vraiment énormément d'informations qui sont sorties sur le VRS dans les derniers 2 ans. C'est énormément d'informations. Même pour moi qui passe quand même beaucoup de temps à étudier les infections et la prévention des maladies infectieuses, je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est compliqué dans sa pratique clinique d'aller voir toutes les références. Et je vous ai noté là en bas un certain nombre d'études et de références que j'ai utilisées pour faire cette présentation aujourd'hui. On a la possibilité d'aller voir des structures qui permettent un peu, on va dire, de résumer. Donc toujours la HS qui fait des fiches pratiques. Il y a aussi toute la communication Santé Gouv qui est bien faite. Et comme vous l'a mentionné, Éléonore, la Fondation ResVinet, du coup, qui est vraiment axée sur le VRS, ils font que ça, c'est vraiment leur truc. Du coup, va aussi mettre en place des outils éducatifs en français et du coup qui seront intéressants aussi pour toutes les sages-femmes de la francophonie et pas forcément que dans un contexte franco-français. Euh, c'est tout pour moi aujourd'hui, en tout cas sur la partie présentation. Et on va du coup passer à la partie questions. Si certains d'entre vous, et je l'espère, ont mis des questions sur le chat. Mes collègues de Resvinet, du coup, vont pouvoir Alors, poser ces questions. tu as déjà, Mathilde, une demande, en tout cas pour réexpliquer le cas où une femme fait un retour de couche, enfin là où la vaccination n'est pas nécessaire pour une deuxième grossesse. Alors, il n'y a aucune en fait donnée qui a montré qui a montré 2 vaccinations successives. Donc, les autorités de santé en France ont décidé de manière un peu arbitraire, on va dire, que si jamais il y a une première grossesse avec une vaccination, comme on ne sait pas ce qui se passe au niveau des anticorps, si jamais peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, ils sont encore là,
comme on n'a pas cette visibilité-là, vu que la première saison, c'est aujourd'hui, ils préfèrent que pour la deuxième grossesse, ce bébé soit immunisé avec des anticorps. Mais il n'y a pas tellement de raisons, on va dire, scientifiques plus que ça. C'est plus le on ne sait pas, donc on va faire deux choses différentes. J'espère que j'ai répondu à votre question et merci pour cette question. Il y avait aussi, forcément, ça a conduit à des interrogations par rapport à la prévention en fait, des infections d'une manière générale. Donc, on a bien noté pour réviser la fiche du CNSF et rappeler l'importance de l'allaitement maternel. Merci pour ce retour. Et pour le coup, ça a posé des questions aussi, allaitement, maman enrhumée, est-ce qu'on met un masque, etc., etc. Pour le coup, pareil, au niveau du collège, on avait sorti tout plein de préconisations et de fiches assez pratiques sur la prévention, enfin, tout ce qui était lié avec les gestes barrières pendant le Covid. Et donc, en fait, tout simplement, pouvoir reprendre ça. Et il était conseillé notamment que si une maman était atteinte du Covid, qu'elle porte un masque pendant la tétée pour éviter de contaminer son nouveau-né, même si on sait que bon, voilà, la proximité, surtout à moins de 3 mois, est indispensable. Donc voilà, pour essayer de limiter, en tout cas, c'était ce qui était recommandé, Mm. qui importe. Après, ouais. Je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Éléonore. Après, voilà, c'est ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a la vraie vie. Et on sait très bien que bah, si jamais il y a l'aîné qui rentre à la maison après la crèche et qui a un rhume, il va en mettre absolument partout et qu'on a une capacité de limiter la transmission virale assez nulle. Donc, c'est aussi dans ces cas-là où c'est intéressant d'avoir ce mode à mon sens, ces modes de prévention médicamenteux qui permettent aussi un peu de chanter, au moins pour certains virus, parce qu'on l'a vu, le fardeau de la bronchiolite, c'est vraiment enfin, ça a vraiment mis tous les services en PLS et puis ça a un impact aussi, comme pour la coqueluche. Quand on parle, et merci d'avoir parlé de l'allaitement, c'était pas tellement l'objet aujourd'hui, mais je suis très contente de pouvoir en parler. Quand on parle d'une hospitalisation et quand on parle d'une entrée en réanimation, ça a un impact aussi sur l'allaitement, sur le maintien de l'allaitement et ça peut être compliqué aussi pour les mamans, du coup, de continuer à attirer leur lait. Le petit va pas forcément prendre. Et du coup, ça peut être aussi une cause, c'est une cause quand même assez fréquente d'arrêt d'allaitement. En tout cas, l'infection coqueluche. Donc, c'est sur le long terme, c'est aussi intéressant parce que ça permet du coup d'avoir cette protection qui va être plus longue. Alors, je crois qu'il y a, en fait, je vous demande juste d'aller sur Q&R parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des discussions dans le chat. Euh, sur la question du replay, oui, normalement, Resvinet va mettre ça en ligne sur son site. Voilà, comme ça, vous aurez accès au replay. Et Léonore enfin, tous les inscrits recevront un mail plus tard, une fois que ce sera en ligne. Si jamais vous n'en avez pas eu assez et que vous voulez tout revoir encore une fois, ce sera possible. Euh, Pardon. Alors, en fonction de la date d'accouchement, là, on est sur du pratico-pratique. Proposons-nous toujours Abrivzo, par exemple, si l'enfant est né après la période à risque, est-il justifié de faire Abrivzo? Alors, pour le coup, ce qui a l'air en tout cas de se profiler, c'est qu'en fait, on va proposer la vaccination Abrivzo pour les termes entre octobre et avril. C'est à peu près ce qui se profile entre octobre et mars, octobre et avril. C'est à peu près ce qui se profile pour l'instant. Mathilde, je te Et, laisse. ouais, et c'est susceptible d'évoluer parce que on a vu du coup de l'année dernière par rapport aux anticorps monoclonaux, on s'est dit ok, on va vraiment immuniser les tout petits, ceux qui sont en train de naître là pendant la période épidémique. Et en fait, là, cette année, on va immuniser à cette saison ceux qui sont nés pendant la saison d'été, où du coup, il y a moins de circulation de VRS, mais ils ont quand même un risque à 3-4 mois d'avoir une infection VRS là et d'avoir une forme sévère. Donc, comme l'a dit Éléonore, pour l'instant, c'est ce cas-là, mais c'est ça qui est un peu embêtant, entre guillemets, avec le VRS, c'est que comme tout est très récent, si ça se trouve, dans 6 mois ou dans un an, on aura des recommandations qui seront encore différentes. Et bien sûr, on vous refera un webinaire et tout ça. Mais bon, c'est vrai que ça demande quand même un peu de charge mentale de changer tous les 6 mois sa pratique, d'adapter sa pratique tous les 6 mois. Euh,
Alors, on a plusieurs questions sur l'efficacité sur le long terme. J'imagine que c'est pour les deux, en fait, j'imagine que c'est pour les deux modes de prévention. Mm. A-t-on une visibilité sur les effets indésirables potentiels à long terme? Je pense que c'est... Mm. Alors, long terme, c'est difficile de répondre parce que je ne sais pas trop ce que vous considérez comme long terme. Donc, en tout cas, pour la vaccination et pour les anticorps aussi, les études cliniques ont commencé sur les petits pools de patients. Ils ont commencé en 2018, je crois, ou même avant. Je suis plus 100% sûre, mais en fait, ils ont eu lieu dans plusieurs populations, pas seulement en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, donc vraiment dans des ethnicités différentes. Et ce qui a été assez compliqué, c'est qu'en plein milieu, il y a eu le Covid, qui du coup a été une autre infection respiratoire et qui du coup a rallongé un peu certains essais cliniques. Ce qui, entre guillemets, est bien pour avoir cette vision au long terme. Mais par contre, si jamais votre question c'est est-ce qu'on sait si jamais dans 40 ans il y a un risque de développer plus quelque chose pour ces enfants vaccinés ou ces femmes vaccinées ou autre, je ne peux pas vous répondre, que ça soit comme pour le Covid ou que ça soit pour la FIV ou voilà, ça a commencé il y a 70 ans. Donc long terme, je ne peux pas répondre plus que ça. Les effets indésirables qui ont été décrits, donc les plus fréquents, c'est des effets indésirables qui sont pas graves, donc classiques comme pour toutes les immunisations, donc vraiment au niveau du bras. Pour la femme enceinte, il peut y avoir des fois un peu des mini-céphalées, mais il va pas y avoir de fièvre ou de fébricule. Donc vraiment, il n'y a pas d'effet indésirable particulier. Euh, Ce que je vous décrivais tout à l'heure pour le vaccin, c'est qu'un vaccin concurrent, du coup, a eu une légère augmentation du taux de prématurité dans le groupe vacciné comparé aux non vaccinés. Et du coup, le législateur français, pour être du côté vraiment safe side, même si jamais c'est un vaccin différent, comme c'est quand même contre le même virus, ils ont dit on se pose pas de questions, on le fait qu'entre 32 et 36 semaines. Donc c'est pour cette raison qu'on a aussi ce truc, ce cadre un peu, comment on dit, un peu court, entre guillemets. J'espère que j'ai répondu à votre question, mais enfin, long terme, c'est difficile à dire. Il y a eu pas mal de questions par rapport à ça, justement, sur les choix éclairés, les bénéfices, les risques potentiels. Mm. Pour l'instant, Bah, c'est compliqué à dire parce qu'après, ça va vraiment être une décision des parents. Après, on sait que les professionnels de santé et la manière dont l'information est présentée aux professionnels de santé est essentielle. La manière dont l'information pardon, est présentée par les professionnels de santé aux parents est essentielle. Je pense que ce qui a convaincu beaucoup de patients de l'acceptabilité, c'était ce côté immédiat, en tout cas des anticorps, il va être protégé directement. Et on a bien vu quand même que pour un certain nombre de personnes, ça a vraiment été un traumatisme d'avoir toutes les hospitalisations pour bronchiolite qu'il y a eu il y a 2 ans. Donc il y a un peu cet effet, ah, l'épidémie est là, donc on se vaccine. Et c'est aussi ce qu'on voit avec la coqueluche. Ah, il y a quand même beaucoup de bébés qui sont morts. Ah mince, on a un vaccin, peut-être que ça serait bien de vacciner. Il y a un petit côté frustrant aussi des fois de se dire que ben, on a des moyens de prévention qui littéralement peuvent éviter le décès et qui sont pas forcément mis en place ou en tout cas partagés. Moi, je pense que quelle que soit la pratique des sages-femmes, euh, qui ont beaucoup de choses à faire, utiliser un document, ça peut être une manière aussi de présenter l'information d'une manière simple, que ce soit celle de la HS, par exemple, pour les parents, qui est assez bien faite, qui permet de répondre à pas mal de questions. Mais c'est vrai que je suis 100% d'accord avec ça et je pense que c'est aussi difficile de tenir ce discours-là parce que il y a à la fois l'impact au niveau de cet enfant-là qui va naître, mais après, il y a aussi l'impact au niveau de la santé publique et du système de soins de manière générale. Et nous, ça, en tant que professionnels de santé, en tant que sage-femme, on en est consciente. On est capable de comprendre que bah, les services, ils sont totalement sous l'eau et que du coup, ça craint pour n'importe quel bébé qui va arriver parce qu'il ne pourra pas être pris en charge. Mais par contre, cette information-là, pour un patient, on va dire, elle peut être compréhensible ou pas, parce que d'un point de vue patient, si jamais on dit je suis malade ou je suis pas malade, ça va être 50-50 dans tous les cas. Donc toute cette notion d'épidémiologie ou de pourcentage, ça va être plus difficile pour certaines personnes à intégrer.
Et c'est là où je pense que les sages-femmes ont vraiment un rôle parce elles sont à même de répondre à ces questions qui sont tout à fait légitimes. De la même manière qu'une patiente qui nous demande la question que vous avez posée, est-ce qu'on sait ce qu'il y a comme effet à 10-15 ans? Non, parce que pour la pharmacovigilance, ça marche pas comme ça. On montre que c'est sûr, on montre qu'il n'y a pas d'effet, et après, on suit. De la même manière que tous les nouveaux médicaments mis sur le marché fonctionnent comme ça après 10-15 ans d'études précliniques. Je crois que j'ai perdu Éléonore, qui était Non, ma... non, c'est bon. Ah, C'est bon, je suis je te revenue. voyais plus. Serait à travail sur le retour du rapport. Alors, il y a plusieurs personnes qui parlent du rapport de l'ANSM sur le nirsevimab, qui est sorti là je crois que c'était septembre 2024. Moi, je ne l'ai pas lu personnellement. Après, je ne sais pas si toi, Mathilde, tu l'as. Ben, il me semble, peut-être que je confonds, mais il me semble que le rapport de l'ANSM, il est basé sur les données de Santé publique France et de l'Institut Pasteur. Il me semble que j'avais vu passer une question là-dessus aussi, où en fait, en France, on n'a pas de système de traçabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas tester pour le VRS tous les bébés qui arrivent à la maternité. Et on n'a pas un système de traçabilité qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, OK, dans tel et tel hôpitaux, qui font partie du réseau, on sait qu'on a eu tant d'hospitalisations en réanimation ou tant d'hospitalisations en moins. Mais par contre, on ne va pas avoir comme en Galice, l'étude que je vous ai montrée, où ils ont vraiment ils ont, en fait, pour chaque nouveau-né, ils savent si jamais il a été immunisé ou non et si jamais il a le VRS ou pas. Et c'est pour ça que je trouve que cette étude, elle est plus solide. C'est des Espagnols, ils sont pas si loin de nous que ça. Moi, je viens de Toulouse, donc c'est pour ça que je dis ça. Ceux d'entre vous qui habitent à Lille seront sûrement plus proches des pays nordiques, mais voilà, il y a pas il y a pas ce chiffre parfait. Et du coup, on se base en fait, enfin, on se base. Santé publique France et l'Institut Pasteur se basent sur ces chiffres-là et ensuite ils font une extrapolation. Donc, il me semble que j'avais vu une question là-dessus où on disait qu'on estime à moins 6 000 le nombre d'hospitalisations. Effectivement, c'est une estimation. On n'a pas compté le nombre d'hospitalisations VRS parce qu'on n'a pas cette donnée-là. On a cette donnée sonnante, entre guillemets, et trébuchante, spécifiquement pour les réanimations, parce que là, du coup, les bébés sont testés et on sait si jamais ils sont en réa pour une bronchiolite ou s'ils sont en réa pour quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. Et après, on a aussi d'autres réseaux de surveillance en libéral ou aux urgences, mais qui vont être, on va dire, plutôt à l'échelle loco-régionale, ou même dans un seul, sans rien de péjoratif, dans un seul établissement. Donc, on n'a pas cette vue globale sur tout le territoire français. Et après, il y avait aussi d'autres questions sur plus le point de vue pratico-pratique, c'est-à-dire que si, alors de ce que j'entends, si un bébé est né notamment là pendant cette période 2024-2025, est-ce qu'il sera éligible, par exemple, à de nouveau avoir le Beyfortus si on suit, en tout cas, les recommandations de cette année, c'est-à-dire que tous les bébés qui vont être nés à partir du 1er janvier 2025 vont être éligibles au Beyfortus normalement à partir de septembre 2025. 2025, c'est ça. Si jamais on fait un copier-coller des recommandations de cette année. À part si jamais sa mère a été vaccinée avec le vaccin pendant la grossesse ou pas. Donc, si jamais il y a une immunisation maternelle, il n'y a pas d'anticorps monoclonaux. À part si jamais on vaccine la patiente à 36 semaines, bam, elle accouche à 36 plus 2. Là, bon, on considère qu'il n'y a pas il y a pas du tout de transfert d'anticorps, parce qu'il n'y en a pas. D'un point de vue production d'anticorps, il faut lui laisser un peu de temps quand même. Et donc, je pense que ça répond à la dernière question. Si vaccination mère avec Abrivzo, est-ce que le délai de protection pour le nourrisson serait un peu raccourci, inférieur à 6 mois, vu anticorps pour bébé in utero? J'ai pas tout compris, mais je veux. Alors moi, ce que je comprends de la question, c'est que vu que l'immunisation est pas tout à fait la même, est-ce que vu qu'on commence entre guillemets plus tôt, est-ce que ça s'arrête plus tôt? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est un peu à la limite de mes compétences parce que je suis pas une spécialiste des études cliniques. Que ça soit pour le vaccin ou que ça soit pour les anticorps, le critère d'évaluation principal, ça a été de savoir si jamais ça a limité les hospitalisations et les cas graves pour les tout petits.
donc entre 0 et 3 mois. Et ensuite, il y a des critères d'analyse secondaire où en gros, on se dit non, mais on va pas s'arrêter là. Si ça se trouve, ça marche plus longtemps, on va aller voir. Et que ça soit le vaccin ou que ça soit les anticorps, ils ont un effet jusqu'à 6 mois. Qui est vraiment démontré sur la réduction du taux d'hospitalisation. Donc on a cette notion que ça soit les anticorps monoclonaux ou que ça soit le vaccin, jusqu'à à peu près 5-6 mois, il y a vraiment une très bonne protection. Et après, on pense que la protection est toujours là, mais qu'elle commence à diminuer aussi. Je dois dire autre chose et j'ai oublié. Oui, et pardon. Et du coup, par rapport à est-ce que si jamais on vaccine la mère, du coup, il y a ce décalage entre guillemets potentiel de 1 mois entre le moment de la vaccination, le transfert des anticorps et la naissance. Comme on est sur un delta qui est plutôt entre 5 et 6 mois de protection, entre guillemets, on n'est pas à 14 jours près. Et ben, je vois qu'il est 13h30. Est-ce que il y avait d'autres questions? Les nouveau-nés peuvent-ils avoir une bronchiolite nosocomiale? Oui, si jamais il y a une bronchiolite dans le service, c'est tout à fait possible. Après, il y a Non, beaucoup d'autres questions, mais je suis pas sûre qu'on aura le temps de répondre à tout. Et Léonore, tu veux... bah, je pense on peut conclure effectivement sur ce. Je ne crois pas qu'il y a d'autres slides. Hein. C'était tout bon pour Ouais. nous. En tout cas, voilà, l'objectif était vraiment d'avoir ce premier webinaire par le CNSF sur cette question. Comme vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de choses qui vont certainement évoluer, autant dans les recommandations, peut-être dans les stratégies aussi de prévention, dans les modalités aussi. Ce qui est sûr, c'est que les sages-femmes ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention de la bronchiolite. Et puis, voilà, on a pris en compte toutes vos remarques, de mettre à jour en tout cas la fiche et de faire un focus aussi sur l'allaitement maternel. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas alors à nous faire un retour. On va vous envoyer un questionnaire de satisfaction pour savoir ce qui vous a plu au niveau du contenu. Et voilà, et on espère avoir des retours positifs. Et puis, si vous voulez continuer à soutenir le collège, n'hésitez pas à adhérer. Je vous rappelle qu'on est bénévole, qu'on fait ça en plus de notre activité de sage-femme. On n'est pas rémunéré pour ça. Donc, plus on sera soutenu, plus on arrivera justement à faire des choses. Et puis, si vous avez envie de vous engager aussi, on vous accueille les bras ouverts. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne fin d'appétit.